Bienvenue, on va s'intéresser aujourd'hui à une histoire vraiment fascinante, celle du dialogue. Un dialogue qui dure depuis des millénaires entre les terres d'Europe et les peuples qui y vivent. C'est une véritable épopée d'adaptation, de transformation, une histoire d'influence mutuelle qui a littéralement sculpté le continent. En fait, cette histoire, elle est écrite à même le sol. Chaque champ, chaque rivière, chaque ville, c'est comme une page de ce grand livre qui a façonné l'Europe que l'on connaît aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair, voici le plan. On va commencer par le décor, la toile de fond naturelle de l'Europe, puis on regardera l'empreinte humaine. Ensuite, on verra l'inverse, comment la Terre a façonné la vie, avant de parler de l'équilibre actuel et de s'interroger sur l'avenir. Allez, on attaque tout de suite avec cette toile de fond naturelle. Il faut vraiment voir l'Europe comme une scène incroyablement diverse, sur laquelle toute l'histoire humaine s'est jouée. Parce que l'Europe, c'est avant tout un continent de contrastes, c'est assez saisissant. Imaginez, la toundra glaciale au nord, les côtes méditerranéennes au sud, et entre les deux, des plaines immenses, des montagnes presque infranchissables. C'est justement cette diversité qui a créé tout un tas d'opportunités, mais aussi de défis pour les premiers habitants. Maintenant qu'on a posé le décor, voyons la deuxième partie. Comment les populations ont commencé à laisser leur marque, à transformer activement ce paysage naturel. Alors là, il y a une idée assez surprenante. Une grande partie de ce qu'on perçoit comme naturel en Europe aujourd'hui est en fait le résultat de siècles d'action humaine. C'est ce qu'on appelle un paysage anthropique, un environnement qui a été profondément, mais alors profondément, façonné par nos ancêtres. L'ampleur du changement est radicale. D'un côté, il faut s'imaginer l'Europe d'avant, des forêts vierges, des rivières sauvages, des marécages à perte de vue. De l'autre côté, notre monde, des champs bien rangés, des côtes aménagées, des villes partout. La transformation est totale. Mais comment on en est arrivé là? Eh bien, tout a commencé avec la révolution agricole. Pour avoir des terres à cultiver, il a fallu déforester massivement. Cette nouvelle abondance de nourriture a permis aux villes de grandir, ce qui a demandé de plus en plus d'ingénierie pour gérer l'eau par exemple, et parfois même pour carrément gagner des terres sur la mer. Le meilleur exemple, ce sont les Pays-Bas. Environ 17% du pays sont des terres qui ont été prises à la mer et au lac. C'est un cas extrême, bien sûr, mais ça montre bien jusqu'où peut aller la capacité humaine à redessiner la carte, à modifier son environnement. Mais attention, ce dialogue ne va pas que dans un sens. Inversons un peu la perspective maintenant et regardons comment le territoire, en retour, a profondément influencé les sociétés humaines. C'est un point clé à comprendre. La géographie, ce n'est pas juste un décor de théâtre, c'est un acteur à part entière de l'histoire. C'est elle qui a guidé les migrations, qui a influencé les cultures et qui a même parfois déclenché des conflits. Prenons un exemple concret pour bien voir l'enchaînement. Les côtes très découpées d'Europe, ces nombreux fleuves navigables, tout ça a donné un accès facile à la mer. Ça a encouragé le commerce maritime, qui a fait naître une culture de l'exploration, et ça a fini par mener à la création de réseaux commerciaux mondiaux et d'empires. C'est une chaîne de conséquences directes qui part de la géographie. Et cette influence, on la voit partout. Les montagnes, par exemple, ont agi comme des barrières isolant des cultures les unes des autres. Les grandes plaines fertiles, elles, sont devenues les berceaux de civilisation. Bien plus tard, les gisements de charbon et de fer ont carrément alimenté la révolution industrielle. Et bien sûr, le climat a toujours dicté ce qu'on pouvait cultiver et où. Bon, tout ça nous amène à notre époque. Comment ce dialogue millénaire se poursuit-il au XXIe siècle? Eh bien, c'est devenu un exercice d'équilibriste particulièrement complexe. L'évolution de cette relation est assez spectaculaire. On est passé de la simple survie à la préhistoire à une exploitation massive et à grande échelle pendant la révolution industrielle. Et aujourd'hui, on entre dans une ère complètement différente, celle où l'on doit faire face aux conséquences de nos actes et chercher un nouvel équilibre durable. Les défis de fond, finalement, n'ont pas tant changé. L'usage des terres, l'énergie, le climat. Mais ce qui a radicalement changé, c'est notre approche. Avant, on défrichait pour planter. Aujourd'hui, on parle d'agriculture durable et même de réensauvagement. On ne s'adapte plus seulement à la météo locale, on essaye de gérer un changement climatique global. L'échelle n'a plus rien à voir. Alors forcément, la question qui se pose, c'est quel est le prochain chapitre? L'avenir de cette très vieille relation est, pour le moins, incertain. Pendant des millénaires, l'histoire avait celle d'un façonnement mutuel. La Terre façonnait les hommes et les hommes façonnaient la Terre. La grande question aujourd'hui, c'est de savoir qui tient la plume pour écrire la suite. Et ça nous laisse sur une interrogation un peu vertigineuse. Après avoir passé des milliers d'années à modeler la Terre, n'est-ce pas la Terre, aujourd'hui, qui est en train de façonner notre avenir d'une manière qu'on ne contrôle peut-être plus du tout?